Bonjour, merci à tous, merci de m'accueillir, merci Laura Jaeger de m'avoir invité. Alors moi je vais dénoter un petit peu parce que je ne suis pas universitaire, je ne suis pas chercheur au même titre que Benjamin dans un centre de recherche très officiel. Je travaille pour un certain nombre de sociétés civiles, un certain nombre d'ONG, donc ça me fait plaisir d'être invité ici à Marcoule, au cœur où a été créée effectivement la bombe atomique. Je dirais que c'est un endroit de plus où je peux lister dans la liste des différents lieux secrets et défense que j'ai pu visiter ou auxquels j'ai été invité. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir en débattre en français, puisque c'est toujours quelque chose d'assez rare, même si on a participé à différentes choses, où j'ai organisé différents colloques à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai que la langue française a toujours du mal à s'imposer en général sur ce sujet. C'est peut-être un tabou. Mais voilà, j'aurais eu plein de remarques à faire, mais je crois que je les ferai tout à l'heure sur votre introduction, Monsieur Pontier, sur le lien CSNU, armes nucléaires, sur le consensus politique, la simulation, sur ce qu'on vient de discuter juste à l'instant. Mais on m'a donc invité à parler sur comment lutter contre les armes de destruction massive. C'est vrai que la prolifération d'une manière générale sur les armes de destruction massive reste une menace pour tous. On a tous en tête, et on a un Belge avec nous, les images ou en tout cas les souvenirs. On est en plein centenaire de la Grande Guerre, de l'utilisation des gaz sur Ypres en 1915. On a tous en tête aussi, j'imagine, la destruction par juste 2 bombes atomiques des villes d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Mais heureusement, finalement, les armes chimiques, comme les armes biologiques, aujourd'hui, sont interdites, sont couvertes par des instruments internationaux, le protocole de Genève de 1925, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques en 1997, sur l'interdiction des armes biologiques en 1972, qui ont permis d'arrêter la production de ces 2 types d'armes de destruction massive, d'engager un mouvement de destruction des stocks, notamment américains et russes qui sont en cours, qui sont, c'est vrai, pas encore terminés, mais qui sont en cours, d'engager aussi récemment une destruction des stocks syriens, ce qui montre bien qu'il faut renforcer ces instruments juridiques internationaux, puisque certains pays sont encore dotés et il y a un besoin justement d'augmenter les moyens humains et financiers. Ça, c'est de l'ordre des États simplement qui peuvent le faire, et donc d'augmenter les moyens des contrôles sur ces différentes armes. Mais bien évidemment, ici, je vais plutôt parler d'une seule arme de destruction massive, c'est les armes nucléaires. Finalement, les armes nucléaires sont les seules armes, la dernière catégorie d'armes de destruction massive qui encore n'est pas l'objet d'une interdiction internationale. Aujourd'hui, 9 États, on les a dit tout au cours de cette matinée, possèdent un stock d'armes nucléaires, à peu près entre 15 et 16 000. On ne va pas jouer sur le nombre d'ogives, même si c'est plutôt important le jour où on devra arriver au zéro. Bien entendu, les États-Unis et la Russie sont les leaders. Ce sont les 2 États qui possèdent le plus d'armes nucléaires. Nous, on arrive quand même sur la 3e marche du podium avec un arsenal de 300 armes nucléaires. Et puis finalement, on est aujourd'hui, depuis le Brexit, la seule puissance nucléaire sur le territoire de l'Union européenne. C'est important à spécifier. Mais finalement, cette prolifération nucléaire tant redoutée au moment de la création, au moment des années 60, et puis avec la création du TNP, n'est pas devenue cette réalité. Kennedy annonçait au début des années 60 que une trentaine, voire beaucoup plus d'États allaient disposer d'armes nucléaires. Et on peut voir que le TNP a fait son boulot, du moins le pilier sur la non-prolifération a fait fortement son travail. Il a été souligné effectivement d'autres initiatives, comme le sommet sur la sécurité nucléaire, la PSI qui a également renforcé les actions de non-prolifération, la création de zones exemptes d'armes nucléaires sur les différents continents de la planète. Finalement, il n'y a que 4 États qui ont acquis la bombe, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Bon, la Corée du Nord est toujours dans une position, certains petits flous juridiques sur ou non son retrait du TNP, mais on va dire qu'elle est en dehors. Je rappellerai simplement quand même que ces 4 États ont quand même bénéficié d'une certaine aide à un moment des États dotés pour acquérir des technologies nucléaires et avoir aussi la bombe atomique. Mais la victoire sur la non-prolifération nucléaire est bien réelle. Si on regarde bien, plus du double d'États ont renoncé à leur programme atomique. Le Kazakhstan ou à disposer d'armes nucléaires, le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Ukraine qui disposaient chacun d'arsenaux au lendemain de la destruction de l'URSS ont finalement rétrocédé ces armes. L'Irak et la Libye ont été contraints, militairement pour l'un, diplomatiquement pour l'autre, d'abandonner leurs prétentions nucléaires militaires. Le Brésil, l'Argentine, la Suisse et Taïwan ont décidé d'interrompre leurs différents programmes. Et puis, bien sûr, on a ce cas unique qui est l'Afrique du Sud qui a décidé volontairement et unilatéralement d'éliminer son arsenal nucléaire. Le cas iranien aurait pu véritablement venir troubler le jeu sur ces dernières années, sur ce début de siècle. Heureusement, force est à la diplomatie, puisqu'on est arrivé après un certain nombre d'années, c'est vrai, mais ça montre que la diplomatie marche en tout cas, avec un accord signé 14 juillet 2015, un accord assez fort,
qui met un terme donc, à un certain nombre d'années de crise internationale et qui met un terme à ce risque de prolifération, puisque l'Iran est aujourd'hui encadré, et c'est un accord qui aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, marche. Donc voilà, on a un pilier de non-prolifération du TNP qui a été pleinement efficace, qui a permis de réduire la prolifération à un niveau jusqu'à aujourd'hui jamais connu. Aucun État aujourd'hui ne semble à nouveau tenté par l'acquisition de ce type d'armes. Mais comme vous le savez, le désarmement nucléaire et la non-prolifération, c'est finalement les deux faces d'une même monnaie. Le désarmement et la non-prolifération donc, doivent être pris ensemble, doivent être travaillés ensemble. On ne peut pas éradiquer l'un si on laisse de côté l'autre. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Alors oui, on ne peut pas nier qu'il y a moins d'armes nucléaires qu'il y a 30 ans. Il y avait 70 000 armes nucléaires à peu près dans les années 80. Aujourd'hui, on est donc, j'ai dit, à plus ou moins 15 000. Donc, c'est aussi une preuve que l'on peut bien détruire des arsenaux nucléaires. Pour autant, le pilier des armements, lui, fonctionne de manière beaucoup trop lente. Et je reprendrai une déclaration faite par un ambassadeur néo-zélandais en 2015 à la conférence de révision du TNP. Alors que le pilier de la non-prolifération du traité a bien fonctionné en limitant la prolifération horizontale des armes nucléaires et en renforçant les dispositions et obligations de non-prolifération, les engagements énoncés dans le pilier de désarmement du TNP restent non réalisés. Les engagements du TNP restent donc non réalisés. C'est par exemple le non-respect, ou plutôt l'absence de mise en place des différents engagements pris dans ces différents documents finaux. Par exemple, renoncer à l'emploi en premier, plus de transparence, diminution des arsenaux par des actions unilatérales, bilatérales ou multilatérales, diminuer la place de la dissuasion nucléaire au sein des différentes politiques de défense. Et puis aussi, tout simplement, le non-respect du principe de bonne foi sur le désarmement nucléaire. Puisqu'il faut bien reconnaître que toutes les puissances nucléaires aujourd'hui sont lancées dans des programmes de modernisation extrêmement coûteux. Si je prends bien sûr le cas de la France, alors on pourra revenir sur les autres puissances, mais on est en France et je suis français, on va parler de ce cas-là. Le livre blanc de 2013, par exemple, cite textuellement « La période 2014-2009 est marquée à la fois par la poursuite de la modernisation des composantes et par la préparation de leur renouvellement. » Donc en fait, on est véritablement dans un cercle perpétuel. Et puis je citerai surtout le Premier ministre en 2014, lors de l'inauguration du laser mégajoule, qui a annoncé fièrement que la France faisait la course en tête pour les technologies de dissuasion. Ce qui pose quand même deux questions. Est-ce qu'il légitime la prolifération nucléaire? Première question. Et puis surtout, est-ce qu'il remet en cause en fait, l'ensemble de la politique, l'ensemble de la diplomatie française depuis 40 ans, qui était de dire que la France n'avait jamais participé à une course aux armements? Donc cette course à la prolifération verticale a poussé de nombreux États à réagir. Ils sont conscients eux aussi. Alors ces nombreux États, en fait, c'est l'ensemble des États qui n'ont pas la bombe atomique. Donc on va dire, si on enlève les États qui sont sous parapluie nucléaire américain ou de l'OTAN, à peu près 150 États quand même. Eux aussi sont conscients que finalement ils ont un rôle à jouer dans la lutte contre les armes nucléaires. Le désarmement nucléaire est donc une tâche, une responsabilité globale, et comme États membres et engagés au sein du TNP, ils veulent aussi réaliser leur part pour atteindre finalement ce monde sans armes nucléaires, l'objectif du traité, l'objectif des différents engagements pris par les puissances nucléaires. Ils ont ainsi introduit en 2010 en fait une petite phrase qui a été acceptée par consensus dans un document, le document du TNP, tous les 5 ans on révise ce document. C'est la notion qui a toujours été présente au sein des ONG, qui sont les conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire qu'aurait l'emploi d'armes nucléaires. Ils ont engagé un vaste mouvement international, une prise de conscience en fait du lien entre la danger d'une détonation d'une arme nucléaire. Alors par détonation, on a l'acte volontaire, c'est la guerre, tout simplement. L'acte accidentel, c'est un accident. Il y a eu un certain nombre de cas d'accidents qui heureusement ne sont pas allés jusqu'à la détonation, mais il y a eu dispersion en tout cas. C'est aussi l'accident, c'est le cas par exemple en 1983, ce russe Petrov, le colonel Petrov, qui voyant sur son ordinateur arriver des missiles nucléaires américains, qui heureusement n'enclenchera pas une procédure puisqu'il comprendra, ou en tout cas il estimera, ou il n'aura pas le courage tout simplement aussi d'un certain côté, ce qu'on lui aura reproché, de mettre en œuvre cette procédure pour envoyer des missiles qui donnera la permission d'envoyer des missiles russes. Ces 5 missiles américains étaient faux, c'était une problématique satellitaire. Puis à l'acte malveillant, on pense aujourd'hui un peu plus à l'acte terrorisme, mais aussi aujourd'hui, en fait, on a des nouveaux risques. On a tout ce qui tourne autour des cyberattaques, des cybermenaces, puisqu'il y a une réelle risque de prise de contrôle des systèmes d'armes ou de manipulation, en tout cas, des signaux d'alerte par des pirates informatiques. On sait par exemple que certains pirates sont arrivés à prendre sur des ondes courtes le contrôle ou envoyer des messages auprès de SNLE américains, SNLE qui transportent des missiles nucléaires. Donc, voilà. Il faut bien remarquer que la division qui s'est créée en 2010 entre ces États non dotés qui supportent cette initiative humanitaire et les autres, le P5 principalement, mais aussi les autres puissances nucléaires, je penserai principalement à l'Inde et au Pakistan, la Corée du Nord restant un peu en retrait, ne participant peu ou en tout cas manifestant peu, comme Israël, a créé de fortes divisions et donc n'ont cessé de s'accroître.
ce mouvement, cette initiative humanitaire a donné lieu à 3 grandes conférences intergouvernementales qui ont rassemblé de plus en plus d'États. On est parti avec 127 États, on a fini à peu près avec un peu plus de presque 160 États, sur l'impact humanitaire des armes nucléaires, à Oslo, à Nayarit au Mexique et puis en Autriche. Engageant donc toujours plus d'États, le P5, lui, a décidé qu'en fait, de ne pas s'investir, traitant directement la première conférence avec dédain, de divertissement. C'est assez sympathique pour l'ensemble des diplomaties qui s'y présentaient. Et tous ces États, en fait, les États non dotés, ont véritablement pris conscience que le fait que des États possèdent des armes nucléaires pose un problème pour leur sécurité nationale, pose un problème pour leur population, pour leur économie, pour l'infrastructure, pour leur culture. Très peu de Français, là aussi, ont participé à ces différentes manifestations. Je crois que j'ai été un des rares Français, voire le rare Français sur les 2 premières manifestations, en tout cas. Et c'est là où, en fait, on comprend que ces autres États ont compris qu'il y avait un problème sur les armes nucléaires. Jusqu'à présent, ils n'avaient jamais été réellement engagés. Et moi, je crois que ça me marquera pour toujours quand je me suis dans cette salle surchauffée du Mexique, enfin plutôt surclimatisée du Mexique, quand il y a un diplomate sénégalais, en fait, qui se lève à un moment donné, prend la parole et qui dit mais alors ça signifie qu'en cas de détonation d'une arme nucléaire sur le territoire européen, nous, au Sénégal, à Dakar, on va se trouver confrontés à un afflux de réfugiés européens chez nous. C'est assez comique que ce type de personne se pose ces questions, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt le contraire. Mais surtout qu'il comprend véritablement qu'il y a un problème de sécurité pour son État. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, ce type de pays travaille beaucoup plus. C'est des questions qui finalement n'avaient jamais été posées, n'avaient été jamais réfléchies, alors qu'elles ont toute leur pertinence. Lors de la dernière conférence à Vienne, en Autriche, l'Autriche a décidé de prendre un engagement, celui de travailler sur l'interdiction et l'élimination des armes nucléaires, sur des mesures à identifier et prendre des mesures efficaces pour combler le vide juridique pour l'interdiction et l'élimination des armes nucléaires. C'est ce qu'on a appelé l'engagement autrichien. Très rapidement, c'est devenu l'engagement humanitaire. 127 États en quelques mois ont décidé de ratifier, d'adhérer à cette promesse. Et donc de cette initiative et de cette promesse est née cette prise de conscience sur un véritable gap juridique, sur un vide juridique qui existait aujourd'hui et la nécessité d'y remédier. Le vide juridique, c'est donc il n'y a pas d'interdiction globale sur les armes nucléaires. Évidemment, c'est contesté par ceux qui détiennent les armes nucléaires. C'est contesté, mais ça devient de plus en plus compliqué pour les États, comme on a un Belge, donc je veux dire la Belgique, mais aussi pour la Hollande, par exemple, pour l'Allemagne. C'était contesté il y a quelque temps par la Suède, mais la Suède, hier, a décidé finalement de ne plus le contester. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le P5 a décidé de refuser de participer à ce que l'on appelle, alors je sais, ça fait beaucoup de noms, mais c'est ça le processus de l'ONU. Cette année s'est déroulé un groupe de travail pour faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire. C'est assez rare, mais finalement, ce groupe était ouvert à tout le monde, États, ONG, parlementaires, pour venir travailler concrètement sur comment avancer sur le désarmement nucléaire, sur les actions de transparence, sur le plan juridique, sur le plan aussi de la limitation des arsenaux. Et dans les conclusions qui ont été ressorties, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra le faire dans les questions ou lors du repas, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin justement d'interdire les armes nucléaires. Généralement, l'interdiction d'un système d'armes précède et stimule l'élimination et non l'inverse. Ce fut le cas des armes biologiques, des armes chimiques, et sur le plan conventionnel, des armes à sous-munitions et des armes antipersonnelles. Et aujourd'hui, en fait, se déroule, là, dans les prochaines heures et dans les heures dernières, l'Assemblée générale de l'ONU. Première commission, sécurité, désarmement et sécurité internationale, où toutes ces conclusions de ce groupe de travail ont été reprises. La conclusion principale, en fait, c'est ça a été adopté à une large majorité. Je m'excuse, comme on est en diplomatie, je vais reprendre le terme exact, ça a été adopté avec le soutien d'un grand nombre de pays. Un lobbying très fort a été mis en place pour utiliser cette dénomination. Et alors, en fait, le soutien d'un grand nombre de pays, c'est, pour information, les membres de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, 10 États, de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, 33 États, le groupe des États d'Afrique, 54 États, ainsi que plusieurs États d'Asie centrale, du Pacifique, de l'Europe, soit une très large majorité du monde. Mais on est en diplomatie. Aujourd'hui se déroule donc à l'ONU de forts débats à la première commission, justement sur la mise en place d'une résolution. Une résolution introduite en début de mois par 6 États, aujourd'hui soutenue par 34 États, 35 depuis hier. La Suède a décidé de co-signer cette résolution, qui sera donc soumise au vote dans une semaine, puis resoumise au vote à l'Assemblée générale en
en conférence générale dans un mois, début décembre, mais le ton sera donné d'ici une dizaine de jours. Cette résolution, finalement, est assez simple. Elle doit demander d'engager à l'ONU, en 2017, 2 sessions, les dates sont déjà arrêtées, c'est très pratique, fin mars et 3 semaines sur juin, des travaux pour négocier un instrument juridiquement contraignant pour interdire les armes nucléaires. Un traité d'interdiction n'a pas pour but d'éliminer, comme voudrait faire croire le P5, les armes nucléaires, mais bien d'interdire, de replacer en fait le débat sur les armes nucléaires et non pas sur des contextes politiques comme la dissuasion. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 1 minute. Voilà. Le traité viendra en fait renforcer évidemment le régime de non-prolifération nucléaire, compléter le TNP, par exemple, il n'y a pas cette interdiction. Comme dans le TNP, il n'y avait pas cette interdiction globale de ne pas réaliser d'essais nucléaires. C'est pour ça qu'il y a eu le TICE qui a été créé. Il va évidemment renforcer la stigmatisation sur les armes nucléaires, puisque l'expérience montre bien que c'est l'interdiction qui encourage l'élimination. Après tout, finalement, ces 5 États et les autres se sont du fait du droit international humanitaire aussi, assignés à éliminer ces différents arsenaux. Donc voilà aujourd'hui où la situation en est. Voilà, on a un instrument, un futur instrument juridique qui doit nous aider donc à éradiquer cette prolifération d'armes de destruction massive, les armes nucléaires. Voilà. Je vous remercie de votre disponibilité et de votre écoute. Merci. Question? Oui, madame? C'est encore moi. Là, je vais poser une question plus en tant que citoyenne et je vais me placer du point de vue de l'opérationnel. C'est que sur tout votre exposé qui était très très intéressant, vous avez parlé donc des armes de destruction massive dans le sens où vous l'entendiez, c'était l'arme nucléaire détenue par un État. Et moi, je me pose la question des armes qui pourraient être détenues par une organisation non gouvernementale, type Daesh pour ne pas la citer. Et je me pose la question d'une arme nucléaire, mais qui ne serait pas une bombe type, enfin, pas une bombe atomique dans le sens où on l'entend tous, dans le sens Hiroshima, Nagasaki, ou dans le sens d'un sous-marin. Par exemple, une bombe sale, qu'on pourrait faire exploser n'importe où. Voilà. Est-ce qu'il y a des travaux en cours sur cette question-là, qui, à mon avis, me semble, d'un point de vue citoyen, peut-être plus source de risque à l'heure actuelle que vraiment l'utilisation d'une bombe atomique à l'échelle d'un État? Alors, c'est pas la même chose. Moi, je parlais bien des armes nucléaires et parle des armes radiologiques, celles que vous venez d'utiliser ici. Et pour vous, en tant que citoyenne française, peut-être ce n'est pas un danger, mais pour des citoyens mexicains, costaricains, du Kazakhstan, de différents autres États, de Suède, c'est un danger que le fait que des États détiennent des armes nucléaires qui puissent être utilisées, détonnées en cas d'accident ou d'acte de malveillance. Donc, il faut bien voir la différence aussi. Et on est dans un contexte international, on n'est pas simplement dans un contexte national sur ce type d'armes. Évidemment, sur les armes radiologiques, c'est une préoccupation. Aujourd'hui, sauf preuve du contraire, mais là, il sera trop tard pour l'affirmer à ce moment-là et le dire, aucun État terroriste ne possède d'armes nucléaires. Il faut bien comprendre quand même qu'une arme nucléaire, c'est pas un joujou qu'on fabrique dans un petit laboratoire, c'est quand même quelque chose de très complexe, tant sur le plan scientifique qu'est technique, que aussi pour pouvoir se fournir différentes matières à la mise en place. Par contre, il est vrai qu'on a eu, au cours des années 90, un ensemble de trafics de matières fissiles qui ont pu donner lieu à des problématiques ou à des incertitudes sur l'utilisation de sources radiologiques pour fabriquer ce qu'on appelle une bombe sale, c'est-à-dire mêler à la fois des explosifs conventionnels et des sources radiologiques. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il n'y a eu qu'une fois dans un parc à Moscou dans les années 90, peut-être Benjamin, voilà, l'utilisation d'une presque bombe sale, mais qui n'a jamais engendré, qui n'a pas explosé, donc qui n'a pas engendré de catastrophe. Il y a un ensemble évidemment de protections qui sont mises en place tant par l'AIEA, c'est aussi pour ça que tous ces régimes qui ont été mis en place, qui ont été expliqués, sont là pour prévenir aussi l'utilisation de trafic. Interpol travaille activement dessus, il y a un ensemble de bases de données qui recensent les éventuels possibles vols de matières fissiles. Malheureusement, il est vrai que ça reste une possibilité, mais je dirais... pas besoin d'aller voler de l'uranium ici sur Marcoule ou du plutonium. Vous allez dans un cabinet de radiologie, voler des barres de radium qui vous servent à faire des radiologies. Vous allez dans certains laboratoires de physique à l'INSA à Lyon par exemple, qui ne sont pas véritablement sécurisés. Vous pouvez vous procurer ce type de matière. Donc de ce côté-là, il y a un danger et il y a un besoin, c'est vrai, de renforcer ou de prise de conscience surtout, parce qu'il existe évidemment des mesures de sécurité sur tous ces systèmes, mais il y a un vrai besoin de prise de conscience que ces différents appareils peuvent être une source éventuellement de problématiques.
aujourd'hui, il s'avère que c'est beaucoup plus simple tout de même d'utiliser une bonbonne de gaz pour faire un attentat pour autant. Voilà. Je vous Merci. remercie. Oui, est-ce qu'il y a une autre question? Moi, je m'en pose une. J'aimerais vous savoir ce que vous en pensez. Je me demande si on n'est pas plus près dans le monde à accepter une interdiction des armes nucléaires, parce que l'arme nucléaire, on ne sait pas comment, s'il y a détonation, quels seront les effets, ni géographiques, ni dans le temps. Vous avez parlé des armes chimiques. Il y a bien une interdiction, mais dans toutes les guerres, il y a utilisation d'armes chimiques, malgré les interdictions. En Syrie, il y a eu utilisation d'armes chimiques. Pas pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Pas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de nouveau, les Américains ont utilisé des armes chimiques aussi au Vietnam. Mais d'où l'idée justement de renforcer ces différents contrôles, et ce qui aujourd'hui, on va pas... Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on va laisser faire et que finalement c'est pas si grave que ça. Sinon, à la limite, on n'a pas besoin d'être là, pas besoin d'en discuter. Non, c'est pas le but de ma question. C'est de dire, est-ce qu'on ne progresse pas plus facilement dans l'arme nucléaire parce qu'on a plus peur de l'arme nucléaire que de l'arme chimique? Vu l'attitude actuellement, je vais dire de la France, mais des Britanniques aussi qui ont fait un discours extrêmement négatif il y a quelques jours, mais aussi des Russes, des Chinois et des Américains, je ne pense pas qu'on progresse véritablement facilement sur l'interdiction des armes nucléaires, puisque c'est véritablement aujourd'hui un objet sur lequel les possesseurs d'armes nucléaires s'opposent totalement. Donc, non, on ne progresse pas facilement. Il y a eu cette prise de conscience qui fait que finalement, mais qui est certainement logique, qui vient aussi du fait qu'on est après la guerre froide et un certain nombre d'États aujourd'hui n'ont plus les mêmes problèmes que par le passé, sont libérés aussi d'une certaine gang, cherchent aussi à avoir une autorité internationale beaucoup plus importante, que ce soit le Mexique par exemple, le Brésil et d'autres États. Et donc, de ce fait, ont pris conscience aussi de ces ensembles de dangers et veulent aussi véritablement avancer. Il faut bien voir que c'est toujours stupéfiant de voir que certains petits États engagent des ressources humaines et financières pour travailler sur ce danger-là, alors même que des grands États, finalement, n'engagent pas tellement de ressources humaines et financières pour aller à l'élimination de ces armes nucléaires. Et une fois de plus, nous sommes engagés, nous avons des engagements juridiques internationaux qui nous poussent à aller à l'élimination des armes nucléaires. Quoi que l'on veuille le dire, même si en France c'est compliqué à accepter, on n'a pas à conserver ad vitam aeternam des armes nucléaires. Voilà. La France est engagée dans différents textes juridiques, les Britanniques et les autres, sans équivoque à aller vers l'élimination des armes nucléaires. Donc, voilà ce qui nous pousse aussi à aller vers l'élimination de ces armes. Plus, évidemment, l'impossibilité d'utilisation, puisqu'on ira à l'encontre du droit international humanitaire. Merci. Oui. Moi, j'ai une question de béotien, parce que je ne suis pas du tout spécialiste en droit international, ni en sciences politiques, en tout cas sur les questions de géopolitique et de géostratégie en matière nucléaire, et notamment sur l'ensemble des questions qui sont traitées sur la non-prolifération. La question que je me pose, et qui est vraiment une question de béotien, est-ce qu'on conserve encore aujourd'hui des avantages à la dissuasion ? Depuis qu'on est passé d'un monde qui était bipolaire à la base, où là, effectivement, on voyait l'avantage de la dissuasion d'une certaine manière, c'est d'éviter l'affrontement entre les deux grandes nations. Et aujourd'hui, depuis la chute de l'URSS, est-ce qu'il y a encore un avantage à la dissuasion ? Parce que s'il reste un avantage à la dissuasion, mais il reste quand même un cœur quand même pour le maintien de l'arme nucléaire ou d'une partie de l'arme nucléaire. S'il n'y a plus d'avantage à la dissuasion, c'est sûr que la destruction de l'arme nucléaire est somme toute quand même importante dans ces cas-là. Et deuxième question aussi, peuvent procéder au désarmement nucléaire si on y va dans la logique de la sécurité collective et de la paix. Est-ce que c'est la première étape vers le désarmement général, celui qui était demandé par Wilson, par exemple, en 1918 dans son discours, les fameuses 14 points de Wilson, qui étaient repris de Kant à la base, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement différent par rapport à ce désarmement général, en tout cas en matière de sécurité collective et de paix? Alors je commencerai par répondre à la deuxième question. Il faut bien voir qu'on a... Le désarmement nucléaire ne veut pas dire la fin de la guerre sur Terre, ne veut pas dire la fin des conflits, évidemment. Hein. Non, mais c'est important de le rappeler parce que des fois on me traite un peu trop d'utopiste ou de pacifiste en fait aussi. Donc voilà. Dans le même temps, on a bien un désarmement général qui est mis en œuvre. On a bien voir qu'on a des traités d'interdiction qui ont été créés, les armes à sous-munitions, les armes antipersonnelles, un traité sur le commerce des armes, qui est certes un peu brinque-ballant, mais en tout cas qui existe et qui a permis quand même d'accélérer, de faire en sorte qu'il y a un petit peu moins de problématiques qu'il y a 30 ans en arrière.
Sur la question de l'avantage à posséder la dissuasion nucléaire, eh bien écoutez, on peut s'interroger si l'avantage d'avoir une arme nucléaire qui donc engendre une possible destruction massive est un avantage, première question. Et deuxième question, c'est est-ce que finalement la parole de la France porte plus que celle d'autres États? C'est pas certain. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir la certitude que c'est parce qu'on a l'arme nucléaire qu'on a une voix qui porte plus, étant donné que c'est qu'une hypothèse. Si on met le cas de l'Allemagne, par exemple, dans le cadre des négociations avec l'Iran, a pesé autant que la France. Aujourd'hui, je ne crois pas que la France ait une voix très proéminente dans l'enjeu sur la résolution du conflit syrien. Aujourd'hui, au contraire, c'est la France et l'ensemble de l'Union européenne qui est complètement évacuée. Et on voit bien que c'est les Russes et les Américains, les deux grands États, parce qu'ils ont une puissance conventionnelle extrêmement importante, qu'ils pèsent sur la domination et parce qu'il y a des enjeux géopolitiques plus importants sur lesquels la France ne pèse pas. Donc, l'avantage, c'est pas parce qu'on a la bombe nucléaire qu'on est au Conseil de sécurité des Nations Unies, évidemment, puisque on n'avait pas la bombe en 1945, mais on était déjà au Conseil de sécurité des Nations Unies en 1945. Puisqu'on offre aussi, je crois que c'est Sarkozy qui avait ouvert la politique, qui avait ouvert l'idée que par exemple le Japon, voire le Brésil, rentrent au sein du CSNU, alors que évidemment ces deux États ne cherchent pas à acquérir l'arme nucléaire. Donc voilà, les avantages n'existent pas, ou en tout cas n'existent que dans ceux qui souhaitent poursuivre cette politique de prolifération et de conserver un arsenal nucléaire.